Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire spécial sur les métaux précieux, donc l'or, l'argent, le palladium et le platine. Donc j'ai fait ce webinaire la semaine dernière, mais j'ai choisi de le refaire pour vous dans la salle de trading DailyFX pour donc parler des fondamentaux sur les métaux, sur les marchés, déjà le marché des matières premières et puis donner quelques stratégies, quelques possibilités sur les marchés en me basant sur l'analyse technique à la fin de cette session. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est déjà un petit tour rapide sur les fondamentaux, sur l'or, l'argent, le platine et le palladium. Ce sont des métaux précieux qui sont très intéressants à trader. Déjà, je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà l'or et l'argent. Peut-être moins le platine et le palladium. Pourtant, il y a quand même de très belles opportunités sur les quatre métaux. Donc on va parler de ces métaux, essayer de vous sensibiliser sur les caractéristiques de ces différents actifs, les fondamentaux qui peuvent avoir déjà qui décident les tendances de long terme et puis même les fondamentaux à court terme qui peuvent faire bouger fortement ces marchés. Donc voilà, si vous avez des questions pendant cette session, eh bien n'hésitez pas, vous avez un chat déjà, je vois donc Raoul, merci de me faire coucou. Donc les métaux précieux c'est quoi? Tout ce qui englobe. Alors on va faire donc justement le point sur ces métaux. Raoul, et si vous avez des questions durant la session, vous pouvez les poser via le chat. Je précise juste, avant de continuer, toute chose, le plus important, c'est juste de vous rappeler les risques liés au trading. Donc les risques que vous devez être conscient de ces risques. Les informations dans cette session sont un titre indicatif et ne sont pas des conseils d'investissement. Le but aujourd'hui, c'est de parler des fondamentaux un petit peu. Je pense qu'en fait, la plupart des traders particuliers sur l'or et l'argent, surtout sur l'or, ne connaissent pas forcément les fondamentaux sur ce métal. En fait, je pense que la plupart d'entre vous, vous tradez en vous basant sur l'analyse technique, en vous basant sur les mouvements sur les marchés, ce qui est bien. Ça c'est quand même une stratégie, une technique tout à fait possible. Toutefois, il y a quand même des fondamentaux qu'il faut prendre en compte, notamment quand on trade par exemple le platine et le palladium, et on va justement parler de ces fondamentaux. Et c'est justement pour cette raison que je fais ce webinaire, c'est juste pour vous sensibiliser sur et bien sûr ces aspects qui peuvent quand même être très importants pour vous traders sur les marchés des métaux. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, est-ce que vous pouvez juste confirmer, me dire via le chat si le son et l'image sont bons. Comme ça, on va pouvoir continuer. Alors donc, on me dit que oui, c'est bon. Ok, super. Donc on va continuer. Alors je vais commencer cette session juste avec un petit point sur les matières premières. Pourquoi est-ce que de plus en plus de traders particuliers et de traders déjà professionnels tradent le marché des matières premières? Eh bien on constate depuis un moment que depuis déjà 10 ans on va dire, que le marché des matières premières, que ce soit donc les métaux, que ce soit le pétrole, que ce soit même les matières agricoles, c'est un marché en pleine croissance. Je pense que c'est justement parce qu'il y a pas mal de volatilité sur ce marché. Donc les traders qui recherchent un peu de volatilité, eh bien là, si vous devez faire le choix entre le forex, les indices et les matières premières, vous allez trouver la plupart du temps plus de volatilité sur les matières premières. Ce sont des actifs, enfin c'est un marché de toute façon qui est caractérisé par une rareté des ressources, donc que ce soit le platine, le palladium ou l'offre est centralisée en Afrique du Sud et en Russie par exemple, ou que ce soit le blé, ou justement vous avez des chocs par exemple aux États-Unis avec la sécheresse, ou même en Russie par exemple. Donc vous pouvez avoir des chocs soit sur l'offre, soit sur la demande.
Et c'est justement ces chocs qui entraînent une forte volatilité sur ces marchés. Déjà, concernant la demande, vous voyez ici à gauche sur le graphique là, eh bien vous voyez que la demande est vraiment poussée par la Chine ces dernières années, donc la croissance chinoise, où justement même le gouvernement chinois, il achète des métaux comme le cuivre par exemple, comme l'argent qui est un métal avec des caractéristiques industrielles. Eh bien, les Chinois achètent des métaux constamment depuis plus de 10 ans, justement pour des raisons de, par exemple, construction sur le marché immobilier, donc pour fabriquer des produits électroniques. Donc vous avez quand même une demande soutenue par la Chine et par les autres pays émergents, donc l'Inde, le Brésil, peut-être même l'Afrique du Sud. Et c'est justement cette demande qui a fait en sorte que l'or, l'argent, le platine, le palladium ont connu quand même de fortes hausses durant ces 10-15 dernières années. Donc vous voyez ici à droite, vous voyez donc la performance relative de ces métaux. Et c'est clair que entre 2000 et 2008, voilà, on voit très bien la croissance continue de ces métaux. Après, il y avait la crise aux États-Unis. Après, il y a le ralentissement chinois. Mais en général, la demande est là. Et justement, c'est vraiment la Chine qui fait bouger ce marché depuis des années. Donc, vous avez déjà une indication concernant la tendance de long terme. Concernant donc les fondamentaux de long terme, les fondamentaux de fond qui vont décider si ces marchés restent haussiers déjà. C'est vraiment là en Chine où ça se passe. Donc déjà quand on trade le marché des métaux, on regarde ce qui se passe en Chine. Est-ce que, par exemple, le ralentissement chinois va continuer cette année? Apparemment, le gouvernement chinois a annoncé hier, par exemple, qu'il table sur une croissance de 7,5% en 2013 après 7,8% en 2012. Donc oui, ralentissement toujours attendu, mais voilà, 7,5% c'est quand même pas mal. Donc voilà, première indication, c'est la Chine. Vous devez être conscient donc des fondamentaux en Chine. Là, c'est une autre histoire. On va pas forcément parler que de la Chine pendant cette session, mais sachez que là, concernant la demande, c'est vraiment en Chine où ça se passe. J'ai parlé tout à l'heure de la volatilité. Alors la volatilité, c'est bien. C'est très bien parce que comme trader, eh bien, quand on a des mouvements, de forts mouvements et on est dans le bon sens, c'est très très bien parce que comme ça, on peut faire des gains assez vite déjà. Par contre, quand on est contre le marché, ça peut faire très très mal. Donc regardez ici le platine par exemple en 2008. Entre 2008 et 2009, en l'espace de 4 mois, le platine a perdu 60%. Pourquoi? C'est parce que justement, avec la crise des subprimes aux États-Unis, l'effondrement de la demande intérieure aux États-Unis et donc l'effondrement du secteur automobile aux États-Unis et d'ailleurs dans le monde par la suite, eh bien, le platine, qui est un métal principalement utilisé ou principalement demandé par le secteur automobile, a connu donc un choc de demande, un choc, on va dire une crise de demande, et justement on l'a vu perdre donc 60%. Donc vous avez une forte volatilité sur ces marchés quand vous avez des chocs extérieurs. Et justement, c'est avec ces chocs qu'on peut essayer de gagner sur ces marchés. Mais sachez que là, quand vous retrouvez contre le marché, dans le mauvais sens, ça peut faire très très mal. Et donc, c'est un marché, de toute façon, les matières premières, ce sont des marchés où vous avez plus de risques de connaître des pertes, justement parce qu'il y a beaucoup plus de mouvements et les mouvements peuvent être violents, surtout sur le platine et le palladium. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte pour n'importe quelle stratégie sur ce marché. Déjà, que ce soit le forex, le marché action ou les matières premières, on met toujours un stop de protection, mais c'est surtout le cas pour justement les métaux.
Et donc je vous montre juste le graphique ici sur le platine où les gens avant achetaient sur accélération parce que ça montait, ça montait, ça montait et au bout d'un moment, eh bien on a atteint un sommet et par la suite on a effacé tous les gains entre 2007 et 2008 et justement ceux qui n'avaient pas mis des stops, eh bien là ils sont plus sur les marchés. Donc c'est pareil sur l'or, quand en 2011 on était aux alentours des 1900, eh bien on parlait des 2000, même au-delà, et pourtant ceux qui ont acheté à 1900, eh bien ils ont connu des pertes quand même, et il y en avait quand même qui n'avaient pas de stop, et ça fait très mal, donc s'il vous plaît, sur ces marchés, prenez en considération le risque de volatilité avec les événements déjà de la part des banques centrales, par exemple la Fed, déjà les fondamentaux en Chine, donc quand vous avez les publications chinoises, genre le PIB ou l'indice PMI manufacturier, ces publications peuvent quand même entraîner pas mal de volatilité sur ces marchés, surtout pour les métaux déjà fortement corrélés à la croissance, comme le platine, palladium et d'ailleurs le cuivre, qui n'est pas un métal précieux, mais déjà un métal. Donc voilà, volatilité, ça c'est le risque. Donc vous avez une opportunité sur ces marchés avec cette volatilité. Et c'est justement le thème que l'on va aborder lorsque l'on regarde les graphiques à la fin de cette session. C'est justement la volatilité sur ces marchés qui permet en fait justement en fait des stratégies sur cassure. Parce que quand vous avez un métal qui fait un breakout et une bonne raison justement pour justifier ce breakout, c'est-à-dire une cassure d'une résistance ou une cassure d'un support, et bien quand vous avez un breakout, ça peut par la suite aller très vite dans le sens de la cassure. Donc on va regarder les graphiques, je vais vous montrer quelques exemples de breakout sur l'or par exemple de l'année dernière avec la Fed, et évidemment quand on a de bonnes raisons de faire un tel mouvement, et quand on constate justement le mouvement et le signal d'entrée, eh bien, ça c'est quand même une stratégie qui est beaucoup plus intéressante sur les métaux que sur, par exemple, le forex ou sur les indices boursiers. Donc voilà. Alors, on va commencer déjà donc sur l'or. Donc l'or c'est un métal, j'appelle monétaire. Donc le métal monétaire, pourquoi j'appelle l'or le métal monétaire? C'est parce que justement c'est plutôt considéré comme une devise. Bah, pourquoi? C'est parce que c'était une devise avant. Pour déjà depuis longtemps dans les civilisations antiques, eh bien vous avez l'or comme une devise, ou au moins à la base d'une devise. C'était le cas aux États-Unis jusqu'à 1974, et donc c'est toujours en fait considéré comme une devise. Donc l'or c'est vraiment la valeur, on va dire, refuge dans le temps, parce que toute chose égale, ce métal garde toujours sa valeur dans le temps. Donc en fait c'est justement en actif euh, que les gérants de fonds utilisent pour hedger contre le risque, pour se hedger contre le risque d'inflation. Donc quand on dit que l'or c'est une valeur refuge, attention, parce que c'est plutôt une valeur refuge dans le sens où, pour moi, c'est utilisé justement pour maintenir le pouvoir d'achat un petit peu, donc se hedger contre ce risque d'inflation qui déjà est à peine euh, présent aujourd'hui, mais qui pourrait va devenir de plus en plus important dans les années à venir. Ça dépend de la croissance, bien entendu. Mais voilà, dans aucun cas, je considère l'or par contre sur le court terme une valeur refuge, parce que chaque fois qu'on a des marchés qui se font peur, les indices boursiers qui partent à la baisse, l'euro-dollar qui chute fortement ces dernières années, eh bien on a le même mouvement sur l'or, parce que l'or justement est coté en dollars, et donc quand vous avez une hausse de l'aversion au risque sur les marchés, donc un dollar qui gagne du terrain, vous avez l'or qui
inversement, corrélée au dollar, baisse. Et cette baisse peut être assez violente. C'était justement le cas en 2011, je crois que c'était juillet 2011, août 2011, où on est passé de 1900 dollars jusqu'à 1530. Donc prenez en considération juste le fait que l'or s'est haussier, on est d'accord, mais voilà, il y a toujours des risques d'avoir des corrections violentes et c'est justement ce qu'on a eu ces dernières années. Chaque fois qu'on teste les 1800 depuis fin 2011, on a des corrections de l'ordre de 15% et déjà on est aujourd'hui dans cette phase de correction parce qu'on a touché les 1800 en octobre dernier. Alors pourquoi est-ce que l'or, vous remarquez sur le graphique, donc c'était un graphique de Pro Real Time en fait, pourquoi l'or a connu une forte accélération à partir de l'année 2000? Je n'ai pas vraiment une explication fondamentale là-dessus, sauf juste en fait quand on regarde la production mondiale depuis 100 ans déjà. Ça c'est un graphique que j'ai créé à partir des données sur le site du US Geological Survey. Eh bien vous voyez que entre 2000 et 2010, en fait, la production mondiale a stagné. Et donc, vous avez une production mondiale qui a baissé, tandis que, encore une fois, c'est un métal, même si c'est un métal monétaire, il y a quand même une demande contenue sur l'or. Et donc, vous voyez, avec la production en baisse et la demande au moins constante, mais probablement même croissante, eh bien, l'or a connu à partir d'ici, en fait, le sommet avec la production mondiale, l'or ici a connu une forte accélération. Donc, on est passé, pour revenir sur le graphique, à peu près, on était à peu près à 250 dollars l'once jusqu'à 1910 en 2011. Donc ça c'est quand même une très belle hausse sur ce métal. Maintenant la question c'est de savoir est-ce que la production va continuer, est-ce que ça c'était juste en fait une petite correction de 10 ans et puis derrière vous voyez à partir donc de ça fait à peu près 2007-2008, en fait on a une hausse de la production de l'or. Eh bien ça c'est une grande question, je n'ai pas de réponse là-dessus, en fait ça c'est pour les économistes, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête, la production mondiale, ça va dépendre de la tendance sur le long terme évidemment, mais ça dépend évidemment aussi de la demande mondiale. Alors justement pour la demande, vous voyez donc la répartition de la demande sur l'or entre 2008 et 2012 ici. En fait c'est une moyenne sur 5 ans. Et donc vous voyez que la plupart de cette demande se trouve dans le secteur de la joaillerie. Donc ici 49% de la demande c'est pour faire des bagues, des bracelets, des choses comme ça. Et donc ici ça c'est un secteur qui est intéressant à regarder justement pour essayer de déterminer la tendance un petit peu sur le long terme. Du jour, enfin, à court terme, genre on trade pendant une semaine, une position qu'on gère pendant une semaine, ça c'est pas du tout important. À vrai dire, en fait, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes à court terme, par exemple avec les banques centrales. Donc vous voyez les banques centrales ici qui achètent de l'or et déjà en fait avec une proportion de plus en plus grand ici, parce qu'ils étaient net vendeurs de l'or ici et maintenant depuis 2010 en fait les banques centrales elles sont net acheteuses. Donc ici, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Les banques centrales qui achètent de plus en plus de l'or, déjà, mais encore une fois, tout ce qui se passe au niveau de la demande et de la production de l'or physique, et je parle bien du produit physique, c'est-à-dire il y a une compagnie qui exploite un gisement de l'or, qui donc extrait de l'or et ça va donc partir sur le marché, qui va être après utilisé pour faire des bagues, des bracelets ou bien peut-être pour d'autres débouchés. Et bien vous avez quand même on va dire, du côté du marché qui va déterminer la tendance de long terme, mais pas forcément sur le court terme. Donc, c'est justement la raison pour laquelle
entre vous et moi, pour trader l'or, ça dépend en fait de votre stratégie. Si c'est un placement de long terme, parce qu'il y en a qui achètent du physique pour justement garder pendant 10-15 ans, et bien ça par contre c'est intéressant de regarder ce qui se passe au niveau de la demande et de la production mondiale. Mais pour vous, je pense que la plupart d'entre vous, vous tradez le papier déjà, donc les futurs par exemple, ou les CFD ou d'autres produits. Vous regardez plutôt en fait les banques centrales, donc déjà la Fed, et c'est pour cette raison justement que j'ai parlé de l'or comme un métal monétaire. Pourquoi? C'est parce que justement sur le court terme, il n'y a que la partie, on va dire, enfin déjà la partie monétaire, la partie influencée par le Forex et donc par les banques centrales qui fait bouger le marché. Donc vous voyez que depuis 2000, depuis un moment, depuis déjà la mise en place du QE par la Fed, donc ici, vous voyez très bien que l'or en fait il progresse avec la Fed. Donc chaque fois qu'on a mis en place un programme d'assouplissement quantitatif aux États-Unis, à partir de 2009, l'or il est monté. C'était le cas en 2009 lorsque les marchés boursiers étaient sur leur plus bas et l'or avait donc entamé une correction ici entre 2008 et 2009. On voit très bien le retournement ici sur l'or et l'explosion à la hausse avec le premier programme d'assouplissement quantitatif, deuxième ensuite en 2010, on continue, et puis par contre à partir de 2011, et c'est là justement où je me pose des questions, et on va se poser la question ensemble pendant cette session, est-ce que on est peut-être à la fin d'un cycle, au moins la fin d'un cycle de politique monétaire de la Fed, vu que l'or en fait il ne réagit plus aux annonces déjà de la part de la Fed. Donc en fin 2011 on a eu la mise en place de l'opération Twist. Vous vous rappelez très bien que ça a fait retourner les marchés boursiers un petit peu. Ensuite on a eu l'année dernière, c'était en septembre, le 15 septembre je crois, le QE3, donc le fameux QE3 qui était anticipé par le marché déjà, et le QE4, donc l'augmentation du QE3 peu après. Alors on voit pas du tout aujourd'hui une hausse sur l'or, on voit plutôt en fait un range qui s'installe, et c'est justement la question que l'on doit se poser. Est-ce que le marché considère déjà que l'or vaut 1500 $, 1800, même 1900, ou est-ce que finalement malgré le programme d'assouplissement de la Fed, eh bien, l'efficacité de cette mesure monétaire est beaucoup réduite, et donc en fait l'or ne peut plus progresser avec la Fed. Donc ça c'est la grande question, est-ce que la Fed va vraiment permettre à l'or de progresser dans le temps, c'est-à-dire le reste de cette année, c'est-à-dire en 2014, alors que eh bien, les marchés commencent à flirter avec l'idée que la Fed va sortir de son Q3 et 4 d'ici 2014. Donc ça c'est le risque en fait sur l'or, parce que justement s'il n'y a pas la Fed derrière pour donc soutenir ce marché, on risque quand même d'entrer peut-être dans un marché baissier sur le court terme, je ne sais pas. Dans tous les cas, pour revenir à 1900 $, ça pourrait être un petit peu difficile dans le sens où ici on avait la Fed en soutien, ici on a eu la Fed en soutien. La Fed est toujours en soutien, mais si jamais la Fed n'est plus là, c'est-à-dire si jamais on a déjà une croissance aux États-Unis et donc une réduction du taux de chômage, et donc la Fed qui sort de son programme d'assouplissement avec une hausse des taux aux États-Unis, au taux obligataire, et peut-être même taux de la part de la Fed, eh bien on risque quand même d'avoir une correction de court terme sur l'or.
Ça, c'est juste le risque. Après, bien sûr, si on reparle de la croissance aux États-Unis, c'est-à-dire la Fed qui sort de son programme d'assouplissement parce qu'il y a un risque d'inflation et donc peut-être ils vont augmenter les taux, et bien dans le temps, bien évidemment, si on commence à parler de l'inflation aux États-Unis, il va y avoir quand même une raison d'acheter de l'or pour justement se hedger contre le risque d'inflation. Donc ça, c'est l'autre partie de je vous donne en fait deux raisons pour laquelle l'or il va quand même rester globalement haussier dans le temps. C'est déjà sur le court terme, si la Fed sort de son QE, on peut avoir une correction de court terme, mais toujours est-il que les marchés achètent cet actif, ce métal, pour des raisons de couverture contre le risque d'inflation. Donc voilà pour l'or, c'est vraiment un marché haussier. Au niveau de la production mondiale, je vais juste revenir ici parce que j'ai oublié juste de vous dire. Ce qui est intéressant de remarquer sur l'or, et c'est justement la raison pour laquelle quand vous tradez ce métal, finalement ce n'est pas vraiment intéressant de regarder ce qui se passe au niveau de la production et de la demande, à moins que vous achetiez vraiment le physique pour donc une optique de 10-15 ans. Eh bien, ce qu'on remarque en fait au niveau de la production, c'est que en 1970, on voit que 67,7% de la production mondiale était concentrée en Afrique du Sud. Donc on avait quand même un pays, et c'est justement le cas aujourd'hui sur le palladium et le platine. Donc l'Afrique du Sud qui produit la plupart de ce métal, enfin la plupart de la production provient de l'Afrique du Sud en 1970. Et bien là, évidemment, il était intéressant à cette époque-là de regarder ce qui se passait en Afrique du Sud pour donc estimer la production future, donc pour estimer justement la tendance sur l'or. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc vous voyez en 2011 ici, en bas à droite sur ce graphique ici, vous voyez que l'Afrique du Sud représente aujourd'hui, enfin au moins en 2011, mais c'est toujours le cas, 7% de la production mondiale. Donc on n'a plus un pays où la majorité de la production mondiale est présente. On a maintenant aujourd'hui beaucoup de pays qui produisent de l'or, enfin voilà, beaucoup de pays producteurs. La Chine est en tête avec 13,1%, Australie 10%, donc vous avez quand même deux pays qui représentent 23% à peu près de la production, excuse-moi, de l'or dans le monde, mais 23%, c'est pas grand chose finalement comparé au reste de la production. Donc, fin bref, la conclusion de ce qu'on voit ici, c'est que finalement, contrairement à d'autres métaux, comme le palladium et le platine, encore une fois, on n'a pas de concentration de la production mondiale sur l'or. Donc, en fait, si vous avez un choc extérieur sur ce marché, ça va forcément, pour moi au moins, venir du côté de la demande. Donc, c'est pour justement la raison, quand on revient vers la Fed, ici, on peut considérer que le QE, déjà, c'était un choc sur la demande. Au moins, c'était pour vraiment soutenir la demande sur les marchés, la demande même sur l'économie réelle. Et donc, forcément, ça a soutenu la demande sur l'or. Et justement, c'est pour cette raison qu'on voit aujourd'hui l'or, au bout de 3 ans, l'or quand même qui reste haussier avec la Fed. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Encore une fois, je vous ai parlé au début de ce webinaire des chocs extérieurs sur la demande ou sur l'offre. Donc l'or, vous n'aurez que des chocs sur la demande, parce que ce qui se passe en Chine, ça représente 13% du marché. Donc s'il y a jamais une baisse de la production en Chine, ça peut être quand même compensé par la production en Australie ou aux États-Unis ou dans d'autres pays. Voilà pour donc l'or. Alors j'ai déjà parlé de ce caractéristique valeur refuge. Vous voyez que chaque fois que le dollar
monte rapidement avec l'aversion au risque sur les marchés. Donc les investisseurs qui achètent du dollar pour ensuite acheter des bons de trésor pour se protéger, eh bien on voit avec la hausse du dollar une baisse de l'or. C'est justement ce qui s'est passé ici en 2011 quand on est passé de 1900 dollars l'once jusqu'à 1530, 20 même. Donc prenez en considération juste cette corrélation de court terme, parce que c'est vrai que dans le temps, si on avait acheté l'or en 2009, ça reste haussier, même si on avait acheté en 2005, ça reste haussier. Donc je pense que dans le temps, ça peut être une valeur refuge, parce que déjà, on n'a jamais vu un vrai crack sur l'or comme sur les marchés boursiers, mais à court terme, oui, il y a cette corrélation inverse entre le dollar américain et l'or, et donc de ce fait, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte pour ceux qui tradent vraiment déjà le papier, qui sont des traders intraday ou des traders de court terme, parce que si vous avez un marché qui se retourne rapidement, avec l'aversion au risque, eh bien le dollar va monter et l'or, il se peut que l'or baisse par la suite. Voilà, maintenant pour l'argent, donc l'argent, on va voir, il a aussi connu une accélération haussière à partir de 2004, comme vous voyez sur le graphique ici. On a atteint donc peu après en 2011 à peu près 50 dollars l'once, donc on a vu quand même une forte progression de ce métal. Ceci dit, depuis 2011, on fait du surplace, on est dans une phase de consolidation, on n'arrive plus à faire de nouveaux plus hauts et on est stable au-dessus des 26,20 dollars l'once depuis donc 2011. Encore une fois, comme l'or, c'est un métal qui a été soutenu par la Fed, mais ce qui est intéressant avec l'argent, c'est de savoir, en fait l'argent c'est un métal avec beaucoup plus d'utilité industrielle que l'or, donc finalement c'est quand même intéressant de regarder ce qui se passe au niveau de la production et de la consommation mondiale, parce que contrairement à l'or, il y a quand même une utilité industrielle de l'argent, et c'est pour cette raison que au niveau de, par exemple, la croissance chinoise, ça va être beaucoup plus important déjà pour l'argent que sur l'or. Ceci dit, l'or et l'argent, vous savez, sont fortement corrélés ensemble. Donc, si l'or monte, l'argent, il est fort probable que l'argent monte aussi. Mais il y a peut-être des écarts de performance entre ces deux métaux, et c'est justement cet écart de performance qui va être expliqué par le caractéristique industriel de l'argent. Donc, quand vous avez un marché qui est beaucoup plus, on va dire, soutenu par des aspects monétaires, par exemple la Fed, vous avez l'or qui surperforme l'argent. Par contre, quand vous avez un marché qui est beaucoup plus focalisé sur l'industrie, sur la croissance, sur la Chine, il se peut que l'argent performe mieux que l'or. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Déjà, on a vu ces derniers mois une meilleure performance de l'argent relative à l'or. Déjà, les deux métaux baissent depuis octobre dernier, mais l'argent, en fait, il sait mieux tenir pour le moment, justement à cause de cet aspect industriel. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et donc vous voyez ici déjà la demande ici, elle est quasi constante depuis longtemps, depuis 10 ans. C'est comme sur l'or. Donc ça, c'est pas du tout étonnant. Et ici, vous voyez la part donc de cette utilité industrielle dans la demande sur l'argent qui a connu une croissance quand même entre 2002 et 2011 ici. Mais depuis, en fait, ici, 3 ans, on est stable. Donc, vous avez une part de la demande, une part de la demande expliquée, une part croissante de la demande expliquée par l'industrie, finalement. Et puis la joaillerie, la photographie, des choses comme ça. Mais vraiment, cette partie industrielle, ça joue énormément sur l'argent.
dans le temps. Encore une fois, c'est quelque chose à prendre en compte pour des tendances de long terme et pas forcément du jour à jour quand vous tradez le marché à court terme. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment expliquer justement, ou va nous permettre justement d'estimer la demande future sur ce marché. C'est dans l'industrie. Donc évidemment, quand vous avez des économistes qui tablent sur une croissance aux États-Unis, en Chine, donc quand on aura en fait la fin de ce ralentissement économique en Chine, par exemple, et quand on aura dépassé cette phase de coupe budgétaire aux États-Unis, et donc on pourrait parler vraiment d'une accélération potentielle de la croissance aux États-Unis et en Chine, eh bien ne soyez pas du tout surpris de voir l'argent quand même connaître une bonne performance, justement à cause de cette partie de la demande concentrée dans l'industrie. Donc ça c'est pour la demande. Concernant la production mondiale, alors aussi ce qu'il faut remarquer, c'est que finalement, contrairement à l'or, on a trois pays déjà qui représentent quasiment 50% de la production mondiale de l'argent. Donc ça, en fait, la plupart de la production mondiale de l'argent est concentrée déjà en Amérique latine. Aussi en Chine, 13% en Chine. Mais vous voyez que le Mexique, le Pérou et la Chine représentent donc à peu près 50% juste en dessous. Et puis si on prend en compte l'Australie, eh bien ça représente au-dessus des 50%. Donc vous avez 4 pays finalement qui représentent plus que la moitié de ce marché. Alors qu'en fait avec l'or, ce n'était pas du tout le cas. Et de ce fait, vous pouvez quand même avoir avec l'argent ou la probabilité de voir, on va dire la possibilité de voir un choc sur la production est beaucoup plus importante sur l'argent que sur l'or, évidemment. Donc, par exemple, quand au Pérou vous avez, je sais pas, un tremblement de terre qui va impacter fortement les mines, que ce soit des mines d'argent ou d'autres mines qui produisent de l'argent comme un produit secondaire, eh bien, ça peut quand même impacter le marché. Donc déjà, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment en Amérique latine, surtout au Pérou. Si vous avez, encore une fois, je pense qu'en fait, ce serait un tremblement de terre qui affecte la production de l'argent ou d'autres métaux, eh bien ça peut jouer sur finalement le long terme un petit peu sur la production mondiale. J'ai parlé en fait justement de l'argent comme un produit secondaire. Sachez que ici en fait à droite vous regardez donc la part de l'argent comme finalement un produit primaire, c'est-à-dire des compagnies minières qui investissent déjà dans des mines pour extraire de l'argent. Ça c'est le but principal. Donc comme un produit primaire, l'argent représente 30% du marché. Donc c'est-à-dire 30% des mines qui produisent de l'argent dans le monde, il n'y en a que 30% qui sont des mines justement pour extraire de l'argent d'abord. C'est-à-dire que finalement, parler des mines et donc les miniers, enfin le coût de l'extraction de l'argent chez les miniers, sur l'argent, c'est un peu faux parce que justement vous n'avez que 30% de la production où les miniers prennent en considération déjà le prix de l'argent pour investir dans des mines. Le reste en fait c'est un produit secondaire, donc déjà en fait le choix d'investissement ça va se baser sur par exemple le cuivre ou sur le zinc par exemple. Donc il faut regarder aussi d'autres métaux, justement le cuivre et le zinc, pour si vous essayez d'estimer déjà la production mondiale. Ça c'est plutôt pour les économistes, mais s'il y en a vous avez une tâche à faire parce que ça va être un petit peu difficile vu le choix d'investissement lié au cuivre, lié au zinc, lié aux autres métaux. Mais vous voyez très bien qu'en fait il y a beaucoup plus d'argent qui est produit finalement par les mines de zinc, donc comme un produit secondaire, qu'avec les mines d'argent. Donc voilà, donc il y a quand même
on va dire les fondamentaux sur l'or et l'argent sont les mêmes, sauf il y a quelques choses qui sont un petit peu différentes avec l'argent, notamment au niveau de l'intensité ou la concentration de la demande et de la production dans le monde. Pour l'argent, l'or c'est vraiment un marché décentralisé, donc production décentralisée, demande décentralisée. C'est moins le cas pour l'argent. C'est pour cette raison qu'il y a aussi des chocs extérieurs qui peuvent impacter le cours de l'argent, au moins sur le court terme. Et c'est justement quand vous avez ces chocs où c'est plus intéressant de trader l'argent que sur l'or, par exemple. Voilà. Donc ça c'est la partie industrielle, on va dire, de l'argent, parce que on a déjà dit la plupart de la demande de ce métal s'est concentrée sur le secteur de l'industrie. Donc dans l'industrie, la production concentrée en Amérique latine et en Chine aussi. Donc il y a quand même une possibilité de voir des chocs extérieurs sur la production mondiale. Ce qui est plus important finalement au niveau de trading par contre, c'est de savoir parce qu'encore une fois, l'or et l'argent, ce sont des métaux fortement corrélés. Donc, quand l'or monte, l'argent monte. Quand l'or baisse, l'argent baisse, et ainsi de suite. C'est pas forcément une causation, mais juste une corrélation. Une corrélation qui est quand même très importante au niveau, je crois, vers les 97%. Donc, vous avez quasiment une correction parfaite entre les deux métaux, sachant que l'or c'est un métal monétaire, c'est-à-dire un métal qui a des caractéristiques plutôt comme une devise finalement, et c'est justement pourquoi on parle de l'or quand on trade du forex. On considère que l'or finalement c'est plus ou moins une devise. Eh bien, normalement, l'argent, en fait, a les mêmes caractéristiques. Et c'est justement la raison pour laquelle c'est intéressant de regarder ce qui se passe au niveau de ce ratio gold-silver, donc le ratio or-argent, c'est-à-dire le ratio de performance des deux métaux, parce que avec ce ratio, on peut déterminer si le marché pense que l'argent se trade plus comme une devise ou si l'argent se trade plus comme on va dire une valeur industrielle. Donc par exemple ici vous voyez, ici j'ai déjà indiqué l'argent quand on a donc une hausse de ce ratio, donc c'est-à-dire l'or monte beaucoup plus vite que l'argent, eh bien vous avez en fait une baisse de la demande marginale monétaire sur l'argent. C'est-à-dire qu'en fait les marchés préfèrent, pour des raisons monétaires, par exemple avec la Fed, ils préfèrent acheter l'or que l'argent. Mais vous voyez que c'est normal parce qu'on a déjà dit que finalement l'or est beaucoup plus sensibilisé aux banques centrales et que l'argent a quand même un poids important dans l'industrie. Donc forcément quand les marchés veulent acheter quelque chose en spéculant sur les banques centrales ou déjà si vous avez une annonce importante de la part d'une banque centrale comme la Fed, eh bien les marchés vont préférer acheter l'or, bien évidemment. Donc en fait vous avez une baisse à la marge de la demande monétaire sur l'argent. J'espère que ça c'est clair, mais c'est normal en fait. Vous vous mettez en place de quelqu'un qui veut soit acheter l'or, soit acheter l'argent. Vous avez la Fed qui aujourd'hui va dire voilà, on va lancer le QE5. Est-ce que vous allez acheter l'or ou est-ce que vous allez acheter l'argent, sachant que l'or est beaucoup plus exposé, voilà, exposé à cet aspect monétaire. Et pareil, donc je vous ai dit, quand on ne parle plus en fait de la Fed, on ne parle plus du quantitative easing aux États-Unis, eh bien ce serait plus intéressant d'acheter l'argent normalement, parce que quand vous avez une reprise de l'activité économique, eh bien normalement en fait, certes, il va y avoir quand même une demande sur l'or parce que les investisseurs veulent se protéger contre le risque d'inflation, mais vous avez aussi les investisseurs qui veulent acheter les actifs qui sont corrélés à la croissance, et c'est-à-dire corrélés à l'activité industrielle, et c'est-à-dire corrélés c'est-à-dire l'argent. Donc quand vous avez un ratio ratio or-argent qui va baisser,
C'est-à-dire que finalement l'argent monte beaucoup plus vite que l'or et que finalement l'argent se trade plus comme eh bien une valeur industrielle. C'est-à-dire il est beaucoup plus, enfin les marchés achètent de l'argent parce que c'est cette son exposition à l'industrie qui fait en sorte qu'il devient plus intéressant comme actif. Donc vous avez cette interprétation vis-à-vis du ratio or-argent à faire. Ça c'est une interprétation que vous pouvez trouver sur certains sites. C'est pas forcément l'interprétation orthodoxe, mais je trouve que ça explique pourquoi l'or performe super bien depuis 2009, c'est grâce à la Fed, et on voit justement en fait depuis 2009, eh bien l'or enfin le ratio or-argent baissé, surtout en fait entre 2010 et 2011, on a vu une accélération de cette baisse, c'est-à-dire que les marchés considèrent l'argent plus comme une devise aujourd'hui. C'est un petit peu moins le cas depuis 2011, donc c'est justement là où on voit sur le graphique de l'or qu'on a vu tout à l'heure avec les différents programmes d'assouplissement de la Fed. On a vu finalement qu'avec l'opération Twist, le QE3 et le QE4, on voit moins de réaction de l'or avec la Fed. Et bien c'est justement ici où ça commence. Donc en fait finalement depuis 2011 le marché considère l'argent un petit peu plus comme ou au moins achète de l'argent beaucoup plus pour des raisons on va dire industrielles. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Ça c'est juste en fait sur le long terme. Là surtout depuis 2009 finalement l'argent il se trade plus comme une devise. C'est-à-dire que finalement sur le long terme aujourd'hui dans le marché dans lequel nous sommes, eh bien, ce sont toujours des spéculations vis-à-vis de la Fed qui vont emporter sur toute nouvelle qui peut concerner par exemple la production, donc par exemple un tremblement de terre au Pérou ou la demande, par exemple une chute de l'industrie en Chine par exemple. Eh bien, certes, ces fondamentaux ils sont importants, mais vous voyez quand même que le marché pense qu'il y a beaucoup plus, beaucoup plus de raisons d'acheter de l'argent, euh, justement pour des raisons monétaires, c'est-à-dire donc des spéculations vis-à-vis de la Fed. Voilà pour ce ratio sur l'or et l'argent. C'est un peu délicat, je comprends si certains ne comprennent pas forcément le mécanisme, mais c'est assez simple. De toute façon, si vous voyez que le ratio monte, c'est-à-dire que l'or monte, et l'or monte beaucoup plus vite que l'argent, et c'est-à-dire que finalement les marchés préfèrent acheter quelque chose qui est beaucoup plus, qui se rapproche beaucoup plus à une devise, donc pour des raisons monétaires. Concernant le platine, et ensuite je vais faire une partie brève sur le palladium. Alors le platine et le palladium, ce sont des métaux qui sont très très intéressants et qui ont des caractéristiques, on va dire, un peu inverses comparé à l'or et l'argent, parce que le platine et le palladium, certes, dans tous les cas, avec la Fed par exemple, toutes les matières premières vont monter avec des injections de liquidité sur le marché, mais ces métaux, le platine et le palladium, en fait, ne sont pas du tout des métaux monétaires comme l'or et comme l'argent. Ce sont des métaux où vraiment, en fait, vous aurez beaucoup plus de chances de voir des chocs de demande et d'offres sur ces marchés, parce que justement, on va voir que sur le platine et sur le palladium, eh bien la production mondiale, donc l'offre sur le marché est concentrée en deux pays, donc en l'Afrique du Sud et en Russie, et puis la demande en fait est principalement concentrée sur le secteur automobile et surtout celui en Europe et aux États-Unis et au Japon. Donc vous avez déjà en fait les bases, je viens de vous dire en fait concentration de l'offre, concentration de la demande, c'est-à-dire que finalement c'est beaucoup plus facile d'estimer la demande future et la production future sur ces métaux, parce que vous voyez vraiment les acteurs sur ce marché.
côté demande, eh bien vous voyez enfin, le secteur automobile en Europe, Renault, Citroën, BMW, Volkswagen et compagnie. Et vous voyez donc côté l'offre, l'Afrique du Sud, avec les manifestations l'année dernière, on a vu déjà l'année dernière, en octobre, un choc sur l'offre, sur ces métaux, d'où la progression depuis. Et en Russie aussi, où les stocks russes sont très importants, c'est difficile d'estimer ces stocks parce que c'est pas quelque chose qui est connu très facilement. Mais évidemment, quand vous avez des annonces en Afrique du Sud concernant les mines et en Russie concernant déjà les mines aussi, mais aussi les stocks, eh bien, vous pouvez avoir de forts mouvements sur ces marchés. Donc le platine, on voit très bien que depuis longtemps, on est haussier. C'est surtout en fait durant les années 60, à partir des années 70, quand on a eu déjà les États-Unis mettre en place des normes environnementaux pour les automobiles, et puis ensuite au Japon et en Europe, et ainsi de suite, on voit des durcissements de ces normes. On voit que le platine, il a connu quand même une belle progression. Pourquoi? C'est parce que le platine a une utilité dans le secteur automobile, justement pour les pots catalytiques qui réduisent les émissions. Donc le platine et le palladium, ça c'est vraiment l'utilité de ces métaux, c'est donc pour réduire les émissions. Évidemment, les normes environnementaux en Europe, aux États-Unis, surtout en Europe déjà, vont être de plus en plus strictes. Et évidemment, ça va plaider toujours pour on va dire, une demande soutenue sur ce marché, parce que évidemment, si les automobiliers, si le secteur automobile doit réduire ses émissions, eh bien, on a quand même besoin du platine et du palladium pour construire des pots catalytiques. Donc déjà pour la production mondiale, voilà en fait depuis 1975. J'ai pris ces données en fait du site spécialisé sur le platine et le palladium, Johnson Matthey. Je vous recommande ce site vivement. Vous pouvez déjà télécharger une base de données. Moi je l'ai téléchargé et j'ai fait ce graphique à partir de ces données là, après un petit traitement des chiffres. Mais là vous voyez quand même la production mondiale qui progresse depuis un moment et qui stagne déjà depuis 2006-2007. Et qui a même connu une baisse entre 2008 et 2009 à cause de l'effondrement de la demande sur le secteur automobile. Donc déjà, vous voyez la part ici de la production en Afrique du Sud qui représente à peu près 75% de la production mondiale en 2012. Donc 75% de la production mondiale en 2012 était en Afrique du Sud, avec les manifestations chez les miniers, déjà en octobre. Évidemment, il peut y avoir de forts mouvements avec un choc sur l'offre en Afrique du Sud, sur le platine. C'est aussi le cas pour la Russie, mais vous voyez que la Russie représente à peu près, je crois, c'était autour de 10%. Donc, enfin bref, vous avez plus de 90% de la production mondiale concentrée en deux pays. Ce n'est pas du tout la même chose qu'avec l'or ou qu'avec l'argent aussi. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte, surtout ce qui se passe en Afrique du Sud, donc suivre les événements chez les miniers en Afrique du Sud. Ça joue sur le platine, évidemment quand vous avez des annonces, évidemment quand vous avez déjà comme l'année dernière des grèves, des manifestations violentes, eh bien ça peut faire bouger ce marché. Concernant la demande, vous voyez ici donc j'ai parlé des pots catalytiques. Vous voyez la demande des pots catalytiques exploser à partir des années 2000 avec les normes environnementaux aux États-Unis, au Japon et en Europe. Vous voyez donc la progression ici. Ça c'était là en fait la mise en place de cette technologie. Vraiment à partir des années 90 on a commencé, et puis à partir de 2000 on a explosé. Et donc là c'est vraiment un secteur, donc le secteur automobile, qui est très important pour ce marché.
il faut regarder donc ce qui se passe aujourd'hui, surtout sur le secteur automobile en Europe, qui va pas du tout bien. Pour 2013, vraiment, c'est pas du tout la fête chez Renault et compagnie. Donc ça peut quand même peser sur le marché cette année. Par contre, si jamais ce marché automobile en Europe et déjà dans le monde repart avec la croissance, repart avec l'activité économique, eh bien vous comprenez déjà que cette demande de pots catalytiques, déjà donc la demande sur le secteur automobile va driver ce marché et va probablement faire entraîner une nouvelle phase de progression sur le platine et le palladium. Donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, cette demande qui s'est effondrée en 2008, vous voyez très bien ici. Remarquez juste en fait que ici la chute, donc la demande du platine par secteur automobile, donc pour les pots catalytiques, qui a chuté entre 2008 et 2009. Vous voyez la même chose ici, avec le platine qui a perdu 60%. Donc c'est vraiment là où on a eu un choc de demande sur la demande mondiale, déjà aux États-Unis et en Europe, sur le secteur automobile, et c'est justement ça qui a fait chuter le marché, donc chuter le cours du platine en 2008-2009. Déjà en 2012, vous voyez déjà 33% de la demande mondiale était donc sur le secteur automobile, avec la joaillerie et l'industrie derrière. Donc déjà vous avez industrie et le secteur automobile ensemble, ça représente, ça fait donc 61%. C'est très important. Parce que justement quand vous avez la demande qui s'effondre, eh bien le cours du platine s'effondre aussi. Donc voilà, ça c'est juste vraiment le schéma sur la demande et l'offre. C'est beaucoup plus facile finalement de parler de la demande et de l'offre sur le platine que sur l'or et l'argent. C'est pour cette raison que si vous tradez l'or et l'argent, vous pouvez en fait oublier un petit peu cette demande et offre globale. Par contre sur le platine, c'est pas du tout possible. Donc si vous voulez, vous pouvez trader l'or et l'argent en vous basant sur l'analyse technique beaucoup plus facilement que sur le platine et que sur le palladium. C'est vraiment en fait les fondamentaux qui vont faire bouger ces marchés sur le platine et le palladium sur le long terme et sur le court terme. Et c'est justement les fondamentaux qu'il faut prendre en compte pour trader ces métaux. Et quand vous avez déjà une annonce très importante, soit sur la demande, soit sur l'offre, il se peut que vous ayez, excusez-moi, des cassures importantes sur ce métal. Donc voilà, pour le platine, prendre juste deux choses à garder en tête: Afrique du Sud et les pots catalytiques, donc le secteur automobile, surtout en Europe. Je crois en fait, j'ai regardé les chiffres, l'Europe, donc le secteur automobile européen, quand on regarde juste la demande ici, donc 33% de cette demande ici, je crois en fait que le secteur automobile européen représentait, si je ne me trompe pas, aux alentours de 60%, mais en fait il faudrait que je vérifie cela. Dans tous les cas, en fait, juste le secteur automobile européen représente globalement 13% du marché du platine. Donc 13% en Europe, chez Renault et compagnie, ça c'est ici. Donc 33% du marché global sur le secteur automobile, et si on regarde juste le secteur automobile européen, globalement ça représente 13%. Ce chiffre là je me rappelle très bien, et donc c'est 13%. Donc voilà, ça vous montre donc la crise du secteur automobile en 2008-2009. Ici en fait on est en déficit déjà sur le marché depuis 2011. Alors ce sont les chiffres ici 2012, donc évidemment j'ai pas des chiffres de janvier, février 2013, mais sachez justement que le marché est en déficit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes pour les métaux, pour le platine et le palladium probablement, qu'il y a de l'offre. Donc c'est-à-dire que finalement ce marché il peut tenir beaucoup mieux que l'or et l'argent, juste parce que aujourd'hui on est en déficit.
Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Le marché du platine et du palladium est très très difficile de vendre. Donc il est très difficile de passer à la vente sur le platine parce que justement ce sont des marchés haussiers et qui restent quand même haussiers, surtout le palladium. Euh, et c'est justement la raison pour laquelle si vous voulez vendre un métal, c'est mieux de vous mettre sur l'or et l'argent plutôt que sur le platine et le palladium. Et quand vous voulez acheter un métal, surtout pour des raisons liées à la croissance, mondiale, eh bien, le platine et le palladium, ce sont des actifs très très intéressants à regarder. Donc le palladium, même histoire en fait pour le platine, je vais juste faire rapidement, sauf la demande est beaucoup plus concentrée sur le secteur automobile. Donc voilà, 66% de la demande est représentée par la production des pots catalytiques, c'est-à-dire le double que sur le platine. Et puis pour l'offre, en fait, cette fois-ci, c'est la Russie qui a la part la plus importante dans la production mondiale en 2012, mais l'Afrique du Sud juste derrière. Donc globalement, ça reste plus ou moins la même chose. C'est juste, vous avez finalement sur le palladium beaucoup plus de chances de voir un mouvement avec un choc sur la demande, donc surtout un choc sur la demande dans le secteur automobile. Qu'il y a sur la production. Donc si vous voulez entre le platine et le palladium pour faire un arbitrage, quand vous avez déjà, sachant que 75% de la production mondiale est en Afrique du Sud, quand vous avez une annonce en Afrique du Sud des manifestations, par exemple, là c'est beaucoup plus intéressant de jouer sur le platine. Mais par contre, quand vous avez une annonce sur la demande sur le secteur automobile, surtout en fait si vous avez des prévisions pour 2014 qui sont révisées à la hausse par exemple, ou quelque chose comme ça devient intéressant de jouer le palladium plutôt. Et c'est justement finalement la raison pour laquelle le palladium aujourd'hui se performe, parce que même si le marché automobile en Europe, donc ça représente en fait encore une fois sur le marché la majorité de la demande dans le secteur automobile, c'est en Europe. Et bien malgré le fait qu'en Europe aujourd'hui le secteur automobile ne va pas du tout, finalement les marchés commencent à pricer une reprise en 2014. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on voit que le palladium déjà performe beaucoup mieux que l'or et l'argent et beaucoup mieux que le platine. C'est justement ici où la demande explique cette performance, les marchés qui anticipent une reprise du marché, du secteur automobile en Europe en 2014. Voilà pour donc cette partie fondamentale. Je vais rapidement faire la partie technique, donc avec les graphiques, et puis passer aux questions-réponses pour terminer ce webinaire. Donc je regarde les questions, il y en a pas mal. Je vais essayer d'y répondre à la fin. Sachez juste que voilà. Donc on voit déjà, on a parlé de l'or. On va commencer avec l'or. L'or qui est dans un range depuis longtemps. Vous connaissez déjà l'histoire, ceux qui me suivent déjà savez que je suis baissier sur l'or depuis un moment, surtout en fait depuis quelques semaines où on a cassé cette monobile très très importante. Donc ici monobile 480 jours qui était un support ici l'année dernière et qui était un support en janvier, enfin déjà décembre, janvier, et qui finalement a cédé en février. Donc depuis un mois, on a eu une accélération baissière avec la cassure de cette monobile ici. C'est probablement un premier signal, au moins une alerte sur ce marché, donc sur l'or, parce que justement cette monobile qui est très importante, parce que vous voyez que c'était un support très important l'année dernière et au début de cette année, eh bien, sachant qu'on a cassé cette monobile, si le marché reste désormais en dessous des 1660 cette année, c'est-à-dire on peut quand même rebondir et revenir ici, mais si on n'arrive plus à dépasser ce niveau, il se peut derrière que effectivement l'or il continue plus bas et justement ça va être très très intéressant de regarder ce qui se passe
si jamais il revient à 1525-30 $ l'once, parce que c'est le support qui tient depuis longtemps. Donc vous avez une configuration en range, c'est facile, on va dire, de le trader, parce que déjà, vendre ici, avec un stop assez large, pour donc viser le bas, et bien ça c'est une stratégie finalement possible. Et acheter ici, et bien ça c'est aussi possible. Mais vous avez un premier avertissement ici. J'interprète en fait cette cassure ici comme un pré-signal qui a besoin d'être confirmé par une cassure des 1520 $ l'once pour justement parler d'un vrai marché baissier pour le reste de 2013, peut-être même début 2014, je sais pas. Dans tous les cas, je préfère, au lieu de parler en fait des fondamentaux, parce que déjà la Fed est là, le marché reste globalement haussier, il est soutenu par la Fed toujours. Mais je préfère en fait voir ce qui va se passer déjà avec la prochaine réunion du FOMC le 20 mars, voir s'il y a un changement de discours de la part des officiels de la Fed. En fait, ça serait plutôt pour le mois d'avril quand on aura la publication du procès verbal. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, si vous voulez la probabilité de voir une poursuite du QE 4, Q3 et Q4, elle est forte parce que justement il y a des risques sur la croissance américaine avec les coupes budgétaires, donc il y a des risques sur le marché du travail aux États-Unis. Donc de ce fait, la Fed va bien sûr garder sa politique monétaire inchangée. Même peut-être on va voir finalement avec les coupes budgétaires aux États-Unis déclenchées vendredi dernier, et bien un changement de discours, un changement de ton de la part de la Fed, parce que justement je pense que tout le monde pensait que il n'y aurait pas de coupe budgétaire. Dans tous les cas, le marché va rester haussier tant qu'il y a la Fed, mais si jamais la Fed n'est plus là, si jamais on sort du QE, vous voyez déjà à chaque fois qu'on a eu des spéculations sur une sortie ou un ralentissement du QE de la part de la Fed, eh bien l'or il a quand même perdu pas mal du terrain. Déjà c'était ici quand on a eu cette accélération baissière, c'était le dernier procès verbal du FOMC qui a montré, enfin qui a indiqué qu'il y avait des membres qui pensaient qu'il fallait ralentir un petit peu le QE. Donc ça c'est quelque chose vraiment, je pense, qui risque de peser sur ce marché. Et c'est pour cette raison que je ne vous dis pas du tout que là on est haussier et ici on va sortir par le haut de ce range pour aller chercher encore une fois 1900 et probablement même 2000 $ l'once. Ça c'est quelque chose qui a été vendu aux particuliers par pas mal d'institutions financières. Moi je pense qu'en fait on peut sortir par le haut, on peut sortir par le bas. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de pouvoir trader cette sortie. Donc déjà un marché en range, on sait très bien que ça va pas durer longtemps, je pense. La question c'est de savoir est-ce que l'on va sortir? Oui, évidemment, mais dans quel sens? Alors là, c'est beaucoup plus difficile de le dire, mais sachant que un jour ou l'autre la Fed va sortir de son QE, sachant que ça pourrait peser sur l'or au moins à court terme, eh bien honnêtement, je préfère en fait plutôt garder un billet baissier, mais sans m'acharner. Donc je peux très bien être acheteur ici sur le support et vendeur ici sous cette monobile qu'on avait cassé en février. Et puis on va voir vraiment le jour où on sort du range. Là j'aurai vraiment un avis tranché là-dessus. Mais aujourd'hui si vous voulez, si je devais choisir un sens, je choisirais plutôt la baisse. À vrai dire, entre vous et moi, je sais que c'est un peu peut-être arrogant de le dire parce qu'on est quand même dans un marché très très haussier. Mais voilà, moi je considère cette monobile ici une première alerte, et puis on va voir par la suite si on a une poursuite en dessous de cette monobile dans le temps cette année. Après certainement des rebonds de court terme, mais la tendance de long terme, ça pourrait quand même partir à la baisse si jamais on casse les 1520. Ce qui est très important de retenir, vous vous rappelez au début de cette session, j'ai dit
que eh bien, une caractéristique des marchés des métaux, c'est la volatilité. Donc forte volatilité, et je vous ai dit avec cette forte volatilité, souvent en fait bah, ça nous donne des stratégies sur cassure qui sont beaucoup plus intéressantes que sur le Forex par exemple ou que sur les indices boursiers. Donc déjà vous avez une configuration technique en range où et déjà l'or qui quand même quand il fait des breakouts avec de bonnes raisons déjà le mouvement qui s'ensuit est très est conséquent. Donc déjà je me dis si jamais l'on casse le bas de ce range, ça pourrait être très très intéressant de vendre ce cassure, tout simplement parce que déjà quand ça baisse rapidement. Vous savez que ici, quand on regarde ce qui se passe depuis 2011, chaque fois qu'on est monté rapidement, mais chaque fois qu'on a finalement fait un sommet et on a entamé une tendance baissière, ça part très vite. Ça part très très vite, et surtout en fait quand on casse des niveaux techniques clés comme ici, eh bien ça pourrait partir très très vite à la baisse. Donc c'est pour cette raison que je garde en fait une stratégie de vente sur cassure si jamais l'on sort cette année de ce range. On est, vous voyez ici dans une tendance baissière. Je pense que déjà l'objectif depuis un moment était ici parce que c'est un range. Ceci dit, j'attends ce range pour voir ce qui se passe et puis si déjà on arrive ici, ça pourrait être un niveau d'achat agressif au moins sur le court terme parce qu'évidemment il va y avoir quelque chose qui se passe ici. Et puis peut-être en fait si ça se passe très bien pour les acheteurs, on peut remonter et puis invalider en fait la cassure de cette monobile. Mais voilà, vous avez vraiment le mois dernier une première alerte sur l'or avec la cassure de cette monobile. Après vous pouvez tracer des lignes de tendance, des choses comme ça. Restez simple, gardez juste un range. Si on sort par le bas, signal baissier. Si on tient le bas du range, c'est-à-dire on peut remonter finalement. Et on peut remonter comme le range veut dire en fait, on peut remonter potentiellement encore une fois vers les 1800 et dans ce cas là en fait ceux qui parlent d'une tendance haussière sur l'or auront raison, mais si jamais l'on échoue encore une fois sous les 1660 sous cette monobile à 480 jours, ça pourrait être le début d'une tendance baissière de fond. Donc voilà pour le marché sur l'or. On a un range tout simplement et on trade selon le range. On établit des stratégies de trading dans un range comme cette configuration nous dit tout simplement. Et puis on va attendre la sortie. Pour l'argent en fait, c'est d'ailleurs pour cette raison je ne vous dis pas que là on va vendre tout de suite l'or parce que je pense qu'en fait c'est un peu trop tard de passer à la vente maintenant. C'est une stratégie qui a fonctionné déjà en février. Maintenant l'argent, quand je regarde la configuration, je me dis que peut-être on est en train aujourd'hui d'établir une base du court terme, peut-être même de moyen terme, on va voir. Mais on remarque en fait déjà, donc c'est plus ou moins la même configuration sur l'or. Donc vous avez un support important qui tient depuis 2011, ici à 26,20, ça c'est le niveau magique ici, où chaque fois on touche le niveau et ça rebondit le même jour. C'est incroyable en fait ce niveau qui tient super bien depuis longtemps, qui a été testé en 2012, en fin juin, et par la suite on a explosé à la hausse. Remarquez que je vous ai dit... Donc les stratégies de cassure sont très, très intéressantes sur le marché, beaucoup plus à la baisse qu'à la hausse, mais à la hausse c'est quand même possible. Vous remarquez ici l'année dernière on avait un espèce de triangle qui a pris forme ici, finalement on est sorti par le haut avec les anticipations vis-à-vis de la Fed l'été dernier, et c'était là où on a eu une belle explosion de l'argent. C'était la même chose que sur l'or ici, donc triangle ici on est sorti par le haut. Donc quand vous voyez des configurations en triangle surtout, je parle surtout des triangles parce que c'est justement une configuration qui indique une indécision sur le marché, et quand vous avez une sortie de cette configuration, c'est-à-dire que le marché décide sa tendance, et bien là vous voyez quand même un beau signal d'achat qui était
confirmé déjà et qui a donc entraîné une forte progression de l'argent par la suite. Donc quand vous avez déjà sur l'argent, l'or et les autres métaux, des configurations d'indécision comme ici, et puis derrière vous avez une sortie, il est tout à fait possible que la tendance en cours continue et que finalement en fait ça va juste aller en ligne droite. C'est pour cette raison que si jamais on voit ici, donc on a une zone sur l'argent entre 28 20 à peu près, et à la hausse ici une résistance à 29,70, je me dis en fait que là ça pourrait être une zone de consolidation où si on reste dans cette zone, c'est un range où on a les vendeurs ici, parce que de toute façon comme sur l'or on a cassé cette monobile très importante ici à 780 jours ici, vous voyez que c'était un ancien support là, et derrière on a aussi un support cassé ici qui pourrait désormais faire résistance, et on a un support ici qui a été une ancienne résistance. Donc vous voyez qu'il y a des acheteurs ici, il y a des vendeurs potentiellement ici, et on risque en fait de s'installer dans un range ou quelque chose. Mais évidemment, si jamais l'on a une sortie de cette zone ici entre les 29, on va dire les 20, déjà les 30, juste pour nous donner un peu de marge, les 30 à la hausse et puis à la baisse les 28-20 déjà, une sortie de ce range va nous donner en fait le prochain objectif. Déjà, sachant que la tendance est baissière depuis octobre, il serait tout à fait normal de tester les 26-20. Ce qui va se passer là, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais dans tous les cas, comme sur l'or, on va suivre les signaux, et si jamais on a une cassure des 26-20 cette année sur l'argent, là ce serait en fait un signal de vente pour viser la zone des 19-20 dollars l'once. Alors, est-ce que c'est un peu trop de dire que l'argent va revenir à 19-20? Peut-être, je ne sais pas. Dans tous les cas, je suis en fait les signaux sur les graphiques. Il y a beaucoup de bruit sur les marchés, vous savez, les fondamentaux sont là. Vous pouvez avoir un scénario selon, par exemple, le coût de l'extraction sur l'argent. Vous avez, je sais pas, en fait, une note de recherche qui dit que l'argent devrait progresser, rejoindre les 40 dollars l'once d'ici 2014. Ça, c'est très bien, mais ce qui compte le plus, en fait, quand vous êtes sur le marché, c'est ce qui se passe sur les graphiques, parce que c'est justement ce qui se passe sur les graphiques qui va vous dire si oui ou non votre scénario reste valable, si votre scénario est invalidé plutôt. Et c'est justement là où les acheteurs de long terme sur l'argent, surtout les acheteurs du physique, là en fait ils vont espérer que l'on maintienne les 26-20 cette année, parce que sinon en fait on risque d'avoir une forte chute en dessous pour revenir à 19-20, et là ce serait pas mal pour un achat. Donc j'ai pas vraiment aujourd'hui un billet tranché sur l'argent, mais je pense qu'en fait on pourrait voir finalement un rebond, c'est-à-dire que l'or va rebondir avec l'argent, les deux qui sont corrélés. Et si jamais en fait on a une configuration ici comme l'année dernière là, ça pourrait être intéressant de trader justement le breakout, la cassure, et puis par la suite on va voir quels seront les objectifs. Déjà, certains déjà aujourd'hui sur l'argent spéculent sur une configuration en 3 drive. Donc ici vous avez trois impulsions baissières, et puis derrière on pourrait finalement faire un point bas ici pour remonter potentiellement vers les 35. Ça c'est pourquoi pas, c'est possible, c'est tout à fait possible, mais encore une fois il faudrait vraiment voir ce qui se passe le 20 mars avec la Fed, voir si en fait il y a un changement de ton. Je pense qu'en fait on pourrait voir justement un changement de ton, et justement on pourrait voir la Fed maintenir son queue pour le reste du premier semestre, et puis probablement même au-delà cette année. Donc ça c'est mon avis sur la Fed. En fait je pense que Bernanke et les autres ils ne vont pas arrêter le queue maintenant, ils vont garder les vannes ouvertes, et puis ça pourrait maintenant, alors que les marchés avaient déjà anticipé un ralentissement du QE,
ça pourrait quand même permettre aux métaux de remonter en mars s'il y a un changement de ton en faveur d'une poursuite de queue. Donc l'argent, à mon avis, si on tient là, on peut remonter effectivement. Donc il y a peut-être déjà, si vous êtes à la vente depuis, je sais pas, un mois, 2 semaines, eh bien vous avez peut-être intérêt à prendre un peu vos bénéfices, parce que il se peut que là on tente un véritable rebond. Ceci dit, pour moi en fait il faudrait vraiment remonter au-dessus des 30 dollars l'once pour parler justement d'un vrai point bas ici. Donc la question c'est de savoir, est-ce que l'on est ici sur un niveau sur lequel on peut faire un point bas et repartir à la hausse sur le moyen terme. On va voir, on va voir. J'ai envie de dire il est possible, mais j'ai envie de dire il est aussi possible de revenir à 26,20 avant de le faire. Et encore une fois, je garde toujours la possibilité d'une cassure par le bas, donc c'est-à-dire une cassure des 26,20 comme une stratégie de vente. Donc j'ai une vente, par exemple un ordre de vente ici. Je peux tenter un achat agressif ici vers les 28,20 cette semaine par exemple. Surtout vendredi avec le FMC, on va voir quelle sera la réaction suite à cette publication. Et puis je pourrais déjà tenter un achat à 26,20. Donc j'ai 3 stratégies possibles aujourd'hui sur l'argent. Achat agressif ici, faible levier. Achat ici où je pourrais monter un petit peu la taille de la position, justement parce que le niveau ici, c'est un niveau clé. Et si ça tient, ça c'est un point d'achat exceptionnel. Et puis sinon, en fait, une vente en dessous si jamais il y a une invalidation. Donc ça c'est l'argent. Sachant que l'argent est sur support, c'est intéressant de regarder l'argent pour trader l'or, parce que il est difficile ici de remarquer un véritable support, très difficile, mais sachant que l'argent il est sur un support qui est pas mal, je me dis que l'or doit être sur support aussi, et de ce fait les deux pourraient remonter vendredi avec le FMC, excuse-moi, avec le NFP. Et si ce n'est pas le cas, on va revenir sur les plus bas de 2012 et puis on va voir ce qui se passe par la suite. Sur le platine et palladium, voici le palladium. Donc on a cassé les plus hauts de 2012 en janvier. Accélération, on a donc testé plus ou moins les plus hauts de septembre 2011. Alors remarquez donc justement l'écart de performance entre le palladium et l'or par exemple. Donc l'or ici, septembre 2011, c'est plus haut. Ici, c'était donc à 1920 dollars l'once. Donc on est très très loin de ces niveaux aujourd'hui, parce que justement le marché ne réagit plus aux annonces de queue par la Fed. Et quand vous voyez le palladium ici, qui était pas très loin de ses plus hauts 2011, déjà relativement, en fait on n'est pas très loin des plus hauts de 2011 déjà. Et de ce fait, c'est pour cette raison que ce métal ici, le palladium, excuse-moi, ça c'est un métal sur le long terme, sur le moyen terme, qu'on achète sur repli. Et lors des corrections baissières, on achète parce que justement, c'est un marché. Certes, on peut vendre sur le court terme et c'est pas mal parce que quand ça baisse, comme tout métal, ça baisse rapidement. Mais sur le moyen terme, c'est beaucoup plus intéressant de garder un billet haussier, parce que justement, le marché, malgré les difficultés sur la demande, vous avez vu que le platine est en déficit. Enfin, le marché est déficitaire, donc c'est la même chose sur le palladium, et on voit très bien le résultat de ce déficit, donc c'est-à-dire la demande qui est beaucoup plus importante que l'offre. Donc ici, on voit que c'est un marché haussier, et justement on tient les plus hauts de 2012 et on a rebondi au-dessus de ce niveau hier. Donc c'est-à-dire que finalement, surtout si l'or et l'argent montent aussi, parce que les métaux de toute façon bougent ensemble plus ou moins, et bien le palladium il pourrait très bien remonter déjà vers ses plus hauts de septembre 2011, et voire même dépasser ce niveau pour faire de nouveaux plus hauts en direction de ces plus hauts de 2011, tout simplement. Donc j'ai un billet haussier sur le palladium, comme le graphique, il est impossible en fait ici d'avoir un billet baissier. De toute façon, on garde,
on tient au-dessus d'une ancienne résistance ici, qu'on avait, je vous rappelle, en début janvier, fin décembre, on avait tenté des ventes ici sur le palladium parce que justement on était sous les plus hauts de 2012. Ça a fonctionné pendant 3 jours, mais pas plus, et donc vous voyez que finalement le marché, ça reste quand même haussier. Donc voilà, le palladium, vous avez un marché qui s'apprête beaucoup plus à des stratégies acheteuses. Donc c'est-à-dire que vous pouvez, ou vous auriez pu, vers la fin de cette année, ou en janvier même, en fait tenter des arbitrages entre le palladium et le platine, excusez-moi, le palladium et l'or et l'argent. Donc vente sur l'or et l'argent et achat sur le palladium, justement pour faire une couverture sur le marché des métaux, parce que de toute façon, comme je vous ai dit, dans le temps, sur le long terme, ces marchés sont fortement corrélés, même si l'or c'est beaucoup plus un actif monétaire que le palladium. De toute façon, on a déjà vu les graphiques de long terme, on voit les mêmes progressions, on voit les mêmes corrections en 2008-2009. C'est juste en fait les performances relatives qui sont différentes. Et donc, c'est justement cet écart sur la performance relative, surtout depuis janvier, qu'on voit très bien depuis, parce qu'on aurait pu vendre l'or et on aurait pu acheter le palladium, et c'était une stratégie réussite. Et puis pour finir, donc le platine, vous savez, là par contre, c'est vrai que j'ai vendu le platine il y a quelques semaines. Pourquoi? C'est parce que justement, comme j'avais tenté de le faire sur le palladium en janvier, eh bien on était sous les plus hauts de 2012 ici. Donc les plus hauts de 2012 s'établissent vers les 1730. Et justement, on a échoué sous ce niveau. Et depuis, on est dans une phase de correction depuis. Donc finalement, ma stratégie de vente sur le palladium n'a pas fonctionné en début janvier. Mais j'ai trouvé la même opportunité sur le platine. Cette fois-ci, ça a fonctionné. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est pas pour viser des niveaux très très bas, comme par exemple, je vous ai parlé sur l'argent des 19-20, ce qui est possible. C'est pas du tout impossible, mais possible. Puis sur le palladium et le platine, par contre, déjà cette correction ici, ça devrait probablement cette année permettre un achat plus bas, je sais pas où, vers les 1500 par exemple, ou même plus bas, vers les plus bas de 2012. Ici, vous avez les 1370, vous voyez que le support ça tient, c'est donc un range. On risque déjà cette année peut-être de revenir ici, on va voir, mais de toute façon vous voyez que selon les annonces, déjà s'il y a de nouvelles manifestations en Afrique du Sud par exemple, ça par contre ça va limiter évidemment cette correction, et ça va nous dire qu'il y a un retournement haussier probablement sur le platine à faire. Justement concernant justement les manifestations, bah, on voit plus ou moins ici ce qui s'est passé, c'était finalement une baisse, mais globalement s'il n'y a pas forcément une réaction sur le court terme, c'est quand même sur le moyen et long terme que l'impact de ces manifestations l'année dernière en Afrique du Sud vont être constatés. Et donc c'est pour cette raison que oui, peut-être on a eu des manifestations l'année dernière vers octobre, et on a eu une correction sous les plus bas de 2012 ici. Plus haut, excusez-moi, de 2012. Déjà, en fait, on avait une accélération ici, et puis derrière, point haut. Dans tous les cas, l'important, c'est beaucoup plus sur le long terme, parce que s'il y a déjà une baisse de la production et donc une baisse des stocks déjà dans le monde, et eh bien, évidemment, la demande va rester plus importante que l'offre. Donc voilà. Je pense qu'en fait c'est plutôt déconseillé de trader le palladium et le platine selon l'analyse technique. C'est utile de trader, enfin de vous servir de l'analyse technique pour trader le platine et le palladium, mais c'est beaucoup, on va dire, plus difficile que sur l'or et l'argent. Parce que justement, vous voyez, il y a vraiment des niveaux qui sont mal respectés sur le graphique ici.
sauf pour vraiment des extrêmes comme les plus hauts de 2012 ou les plus bas de 2012 ici. Mais entre ici, les 1500 et les 1730, là, on peut faire tout et n'importe quoi ici sur le court terme. Donc, je vous propose plutôt de suivre en fait les fondamentaux, les annonces en Afrique du Sud, en Russie aussi, et puis le secteur automobile. C'est très difficile de trader du jour au lendemain selon ces fondamentaux, mais si jamais on a des chocs, surtout sur l'offre en Afrique du Sud, eh bien là on peut faire quelque chose potentiellement. Donc voilà pour la partie analyse technique. Maintenant, je vais juste finir ce webinaire avec des questions-réponses et puis ça, en fait, ça va être la fin de ce webinaire. Je vous remercie déjà d'avoir assisté à cette session. J'espère qu'en fait vous avez appris quelque chose. Je n'ai pas pu traiter tous les sujets qu'on peut traiter sur l'or, l'argent et les autres métaux. C'est impossible de le faire. Je pense qu'en fait là on aurait encore besoin je sais pas, 4-5 heures de webinaire. Dans tous les cas, ce sont vraiment les fondamentaux de base, les fondamentaux déjà essentiels dont on a parlé pendant ce webinaire et qu'il faut prendre en compte quand vous tradez ces marchés. Donc pour les questions, les corrections violentes peuvent être aussi à la hausse. Oui, Pierre Alain, donc j'ai dit exactement ça. Alors en fait, vous avez quelque chose en général quand un marché baisse, il est beaucoup plus facile de se délaisser d'un actif en portefeuille que de l'acheter. Donc c'est pour cette raison qu'à la baisse, que ce soit les indices boursiers, que ce soit sur le forex ou que ce soit sur l'or et l'argent, et bien quand ça baisse, ça peut baisser beaucoup plus vite que ça monte. Parce que justement, pour faire un plan d'investissement, on doit étudier le marché, on doit étudier les fondamentaux, ça prend du temps, ça prend énormément de considérations au niveau des risques engagés et du capital engagé. Par contre, quand le marché se retourne et on veut se délaisser d'un actif, eh bien là on le fait tout de suite. Donc c'est pour cette raison à la baisse, c'est beaucoup, à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant à jouer la baisse quand vous avez un breakout, une cassure d'un support majeur sur, par exemple, l'or. Si jamais on casse le support, ça sera très très intéressant de jouer ça à la baisse. Mais effectivement, vous avez des accélérations haussières, comme ici. Mais encore une fois, c'est avec la Fed. Aujourd'hui, c'est avec la Fed. C'est pas forcément avec d'autres fondamentaux, surtout sur l'or. Et donc ici, évidemment, si on a une nouvelle phase comme ça cette année, où après cette baisse ça fait à peu près 11-12% depuis les 1800, et bien là vous avez quand même une possibilité d'avoir plus ou moins la même chose comme l'année dernière. Et puis derrière, si on a une accélération haussière un jour, une cassure d'une résistance qui a pris forme comme l'année dernière ici sur l'or, évidemment la cassure ici va être confirmée le lendemain, et puis derrière il y a une forte probabilité de voir une progression, le mouvement continuer. Voilà. Alors donc Phil NFI, merci pour les chiffres. Donc l'enquête ADP, il est sorti il y a 30 minutes. Donc ADP 198K contre les attentes à 170 et le précédent à 215. Donc légère baisse mais au-dessus des attentes. Donc c'est très bien. On va voir vendredi avec le NFP ce qui se passe. Dans tous les cas, sachez qu'avec de bons chiffres aux États-Unis, donc chiffres de l'emploi, si ça laisse penser qu'il y a déjà, on va dire, une tenue de l'économie américaine, surtout du marché du travail, la Fed pourrait bien et bien commencer à parler d'une sortie éventuelle du QE. Mais ça, c'est plutôt pour 2014 encore une fois. Mais ce qui compte le plus, c'est de voir les anticipations des marchés et de voir justement le 20 mars, avec la prochaine réunion de la Fed, du FMC plutôt, ce qui va se passer. Déjà, est-ce qu'il va y avoir une annonce surprise, vu donc le changement,
il y a quand même un changement majeur. La dernière fois, on avait la réunion du FMC. Les officiels, ils pensaient plutôt que finalement, on allait éviter les coupes budgétaires aux États-Unis. Donc cette sequester qui, qui, qui a été déclenché donc vendredi. Et cette fois-ci, on a un FOMC le 20 mars où ça pourrait changer la donne un petit peu. La Fed pourrait être de plus en plus prudente vu les risques sur l'économie américaine à court terme à cause des coupes budgétaires qui vont impacter le PIB et donc peut-être le marché du travail sur le court terme. Et de ce fait, eh bien, ça pourrait être très très intéressant de regarder la réaction des métaux avec cette annonce. Alors, qu'est-ce que je pense du gaz naturel? Rien du tout parce que c'est pas le sujet de ce webinaire. De toute façon, en fait, ça c'est pas ILM, c'est pas du tout un actif que je suis. Je suis désolé, mais on ne peut pas suivre tous les marchés. Mais de toute façon, en fait, gaz naturel, c'est comme les métaux, c'est une matière première qui fait des cassures et qui peut vraiment bouger très vite. Alors, Tikouti, bonne question. Je n'ai pas du tout parlé de l'objectif sur l'or dans le cas d'une sortie de son range. Donc, on va voir ça maintenant. Alors, justement, donc je vais effacer tout ce qui est ici. Alors, un range, donc ceux qui font de l'analyse technique, ils savent qu'en fait, quand on sort d'un range, normalement, on peut établir un objectif théorique selon la taille du range. Je ne vais pas forcément faire ceci. En tous les cas, vous avez deux solutions. Alors, sachant que la tendance, déjà, depuis longtemps, est très très haussière, eh bien, vous avez une sortie du range ici, ou admettant que finalement on remonte, on casse les 1800 et puis ça va être un premier signal d'achat et surtout en fait il faudrait dépasser les 1900. Donc déjà l'hypothèse d'une sortie par le haut de ce range, cassure des 1800, on va aller chercher déjà les 1900, ça c'est évident, mais au-delà des 1900, effectivement, voilà, l'objectif théorique du range c'est 2060 à peu près. Ce qui n'est pas impossible vu la tendance du marché. Mais à la baisse, par contre, là, vous avez une possibilité effectivement de revenir. Déjà, je pense qu'en fait, on aurait notre premier support. Je me dis en fait, on aurait un support possible vers les 1300, peut-être même vers les 1420. Mais voilà, en fait, je parle des niveaux ici. Je pense qu'il y en a certains qui se disent que je dis n'importe quoi. Sachez juste qu'en fait c'est pas moi qui décide, c'est le marché et c'est pas vous non plus qui décidez. Donc moi je préfère ne pas vraiment me dire oui le marché va faire ça, le marché va faire ça. Je pense que en fait on sera fixé cette année déjà sur la sortie du range, soit pour le premier semestre on va sortir par le bas déjà. C'est-à-dire d'ici juin on sort par le bas et puis on sera fixé. Ou bien on tient le bas du range et puis pendant le troisième trimestre par exemple ou même vers la fin de cette année on sort par le haut. Dans tous les cas vous avez vraiment le champ de bataille nécessaire pour trader l'or. Vous avez les deux zones clés pour trader cet actif. Et entre-temps, vous avez donc une stratégie de trading en range. Mais je pense que justement, si on sort par le bas de ce range, moi, je viserai plutôt ici vers les 1300 dollars l'once, plutôt. Et puis entre-temps, on va voir. Il est même possible, si jamais on a vraiment un crack sur l'or, pour, je sais pas, avec la Fed par exemple, qui sort de son QE, on voit donc les opérateurs qui se délaissent massivement de l'or parce que ça bouge très vite des fois. Et bien là on pourrait même potentiellement dans le temps parler d'un vrai marché baissier pour aller chercher cette zone ici. Et là ce serait le niveau d'achat peut-être de long terme qui va vraiment permettre en fait des placements de long terme sur l'or pour redémarrer à la hausse. Dans tous les cas, vous avez des objectifs selon la sortie du range là, mais dans tous les cas vous pouvez trouver des supports ici vers les 1430 et 1300 et puis à la hausse 1900 et
au-delà de 1900, il n'y a plus de résistance, donc on peut plus suivre en fait l'historique des cours parce qu'il n'y en a plus. Donc voilà. Alors, je vais répondre à 2 questions après, et puis je vais devoir arrêter là. Les news chinoises sont en rapport avec les métaux, du coup, oui, guest, les annonces importantes en Chine, par exemple, au niveau du plan du gouvernement sur l'économie. Par exemple, on a vu déjà une annonce pendant le week-end sur les prêts hypothécaires en Chine. Donc la Chine, le gouvernement qui essaie comment dire, de ralentir un petit peu la progression des prix de l'immobilier. Donc ils ont mis en place des restrictions, enfin quelques restrictions sur les prêts hypothécaires qui vont évidemment peser un petit peu sur l'activité dans le secteur de l'immobilier. Sachant que, encore une fois, l'argent, c'est un métal industriel, donc utilisé dans la construction des bâtiments, eh bien, ça peut impacter l'argent un petit peu, au moins sur le court terme. Mais ce qui compte le plus, en fait, c'est vraiment de regarder ce que fait le gouvernement chinois, voir quelles sont les mesures qu'il prend. Est-ce que en fait ce sont des mesures expansionnistes ou des mesures restrictives sur l'économie? Pour le moment, c'est un petit peu des mesures restrictives dans certains secteurs, notamment sur le secteur de l'immobilier, et justement c'est là où on peut effectivement avoir des impacts sur les métaux, surtout sur les métaux liés à l'industrie. Donc voilà. Donc je vais arrêter là. Je vous remercie énormément d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Sachez que maintenant, dans 5 minutes, je crois, Nadia va faire sa session de trading en live. Donc si vous voulez assister à cette session, eh bien restez connectés parce qu'elle va se connecter d'ici peu. Donc si vous voulez déjà avoir les graphiques que je viens de vous montrer sur les métaux, vous avez notre page Facebook ici. Vous avez donc Facebook DailyFix France, et vous allez ici dans graphique téléchargeable et vous allez télécharger ma disposition que je viens de mettre à jour déjà aujourd'hui. Plus bas ici, donc ici disposition d'Adrien, vous avez les mêmes graphiques sur l'or, l'argent, le platine et le palladium. Aussi, sachez que si vous m'envoyez un email, je vous donne mon adresse email ici à raymond@fxcm.fr. Vous m'envoyez un petit email et je peux vous envoyer ce fichier PowerPoint ici avec donc les mêmes graphiques que vous venez de voir en fait. Donc envoyez-moi un petit email et je vais vous envoyer ce document. Et puis sinon, rejoignez-moi sur le forum, sur les fils de métaux et sur Twitter aussi. Vous pouvez me suivre sur Twitter et dans la section ici du site News en temps réel. Voilà. Donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas sur le forum, Twitter ou par email. Et puis si vous voulez le fichier, envoyez-moi un email et je vais vous l'envoyer. Bon, merci encore d'être présent et puis bon trade.